Merci d'être nombreux aujourd'hui. Je vais vous parler de comment on communique aujourd'hui en Chine qu'on appelle aussi communément la République populaire de Chine. Tout d'abord, c'est un très grand pays qui regroupe une population de plus d'1,450 milliard de personnes, suivant les chiffres du dernier recensement, qui date de 2010. La Chine est extrêmement complexe. C'est un pays vaste. Beaucoup de personnes diraient même que c'est un pays très compliqué, mais moi, je trouve que ça demeure un pays fascinant. La langue officielle est le mandarin, avec laquelle de nombreuses autres langues locales coexistent, donc qu'il s'agisse du shanghaïen, du sichuanais, du pékinois, du parler même du hakka qu'on parle aujourd'hui. Toutes les langues parlées chinoises sont unifiées par la langue écrite et qui regroupe plusieurs dizaines de milliers de caractères. L'heure est d'ailleurs aussi la même sur l'ensemble du territoire, comme vous pouvez voir, que l'on se trouve à l'est de la République populaire de Chine, par exemple à Shanghai, ou qu'on se trouve à l'ouest, dans la région, par exemple, du Xinjiang. Tout le monde est régi par la même heure, c'est-à-dire l'heure de Beijing. Ainsi, malgré son énorme territoire, son immense diversité, la Chine a toujours mis en avant la communication afin d'établir des liens très forts entre les différentes régions de Chine et a ainsi créé une unité de la Chine. Ce qui démontre en fait une certaine volonté du Parti communiste chinois, du gouvernement chinois, de créer une uniformité, d'établir un certain sens du patriotisme, d'appartenance à une même nation, ce qui est très important dans la collectivité, dans la conscience collective, dans les esprits de tous. Une Chine forte, c'est avant tout une Chine unie. Là, nous voyons la Grande Muraille. D'ailleurs, quand on parle de communication qui est mise en avant, la Grande Muraille de Chine n'avait d'ailleurs pas été simplement construite pour résister aux envahisseurs barbares, mais c'était également un réseau de communication à l'échelle du pays. Elle fait plus de 21 000 km avec toutes les branches. Elle a été terminée en 206 avant Jésus-Christ. De tour en tour, depuis très très longtemps, donc avant notre ère, on communiquait avec des jeux de miroirs, avec de la fumée, et tous ces messages étaient codés. Merci. Donc la Chine a toujours développé sa communication tout en la contrôlant. Qu'il s'agisse de communication interne à la Chine, donc au niveau national, ou qu'il s'agisse de communication externe sur le plan international, le gouvernement chinois a toujours en fait utilisé beaucoup d'énergie à à modérer, à clarifier, à dissimuler parfois certaines informations. Depuis 2003, la Chine a mis en place le Great Firewall China pour contrôler l'information sur Internet. Il y a plus de 30 000 employés qui travaillent pour l'application des directives du département de la propagande. C'est-à-dire, ce département de la propagande, on l'appelle aussi bureau de la propagande. C'est un organisme tout à fait à part entière qui fait partie du comité central du Parti communiste chinois et qui est chargé de venir, si vous voulez, classer les informations. Son rôle est de donner des recommandations aux médias sur ce qui doit être dit, ce qui ne doit pas être dit, ce qui peut être montré, ce qui peut être mis en avant, ce qui peut être moins mis en avant, sur des sujets tout à fait variés,
Il y a quelques années, beaucoup dans la presse occidentale, on parlait du Tibet, on parlait de Taïwan. Donc, c'est des sujets assez sensibles, assez délicats. La Chine donne ses directives. Mais également, plus récemment, sur les îles japonaises. Et par exemple, des informations sur les insurrections en Chine, le mécontentement des gens, qui concernent par exemple la politique de l'enfant unique ou également des problèmes d'environnement, sont en fait traités par cet organe, donc par le département de la propagande. Et d'ailleurs, la Chine travaille beaucoup à gérer les informations qui circulent sur l'Internet. Et la plupart des sites des réseaux sociaux américains, par exemple, sont bloqués. Et ils sont remplacés par leur équivalent chinois, qui n'ont d'ailleurs rien à envier à leurs homologues américains. Alors, ils ont leur Google, qu'on appelle Baidu, qui veut dire en chinois sans entrée. Ils ont leur Facebook, qu'on appelle Ren, c'est-à-dire tout le monde. Il y a également leur Twitter qui s'appelle Weibo, et leur YouTube, Youku, qui signifie excellent et cool. Donc en fait, tous ces sites sociaux, ces réseaux sociaux ont une place très importante, et le gouvernement chinois est tout à fait conscient qu'il ne peut pas en fait bloquer 2600 sites sur l'Internet sans trouver une forme de compensation. Il sait très bien qu'il faut créer des espaces de communication qui sont en fait primordiales à une certaine stabilité sociale du gouvernement, du pays. S'ils ne se laissent pas les gens s'exprimer d'une manière assez libre dans ces espaces de discussion, dans ces forums, ils risquent d'avoir en fait trop de tensions. Et cela reviendrait, si vous voulez, à ne pas reconnaître les émotions et les opinions des gens. Donc en fait, le gouvernement chinois va essayer de gérer en laissant en fait sortir certaines informations, certaines opinions des gens, mais en même temps, pas trop, pour pas que ça entraîne trop de violence. Donc c'est vraiment quelque chose qui est géré de manière très très fine. Avec seulement 40% de la population qui est connectée à Internet, la République populaire de Chine a un chiffre qui est complètement doublé par rapport, par exemple, à la France, aux États-Unis, qui ont une population connectée à Internet qui est de près de 80%. Il y a 340 millions de microblogueurs en Chine, soit plus que la population des États-Unis. Et la connexion Internet en Chine est extrêmement performante, puisqu'elle est en moyenne de 3,3 mégabits par seconde. Donc en fait, sur ces 340 millions de microblogueurs, il y a 200 millions de microblogueurs sur le site Tencent, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a également 140 millions de blogueurs sur le site Sinablog. Et donc 42% en moins de 20 ans, 37% entre 20 et 30 ans, et 21% en plus de 30 ans. Et c'est qu'en 2010, c'est-à-dire il y a à peine 3-4 ans, qu'il y a eu un véritable boom de ces microblogs. Et en fait, ce boom des microblogs, ça a été, dans l'espace de même pas 3 ans, doublé le nombre. Et on se rend compte que cette popularité en fait de l'Internet, des microblogs, provient également du fait que ça donne beaucoup plus de liberté
que les médias traditionnels chinois. Donc, c'est un très, très grand succès. Et cela est certainement dû également à la facilité de l'accès à Internet. Même quand vous vous trouvez en Chine, dans une région rurale assez reculée, vous avez des Internet cafés. Même si les Internet cafés sont en déclin, parce que la population chinoise s'équipe de mieux en mieux, on se rend compte qu'elle continue à employer encore plus d'1 million de personnes. La grande en fait, popularité des réseaux sociaux, est également due évidemment à l'accès à Internet, qui est très très facile en Chine, même dans des régions reculées, comme je vous disais, mais également c'est dû à la confidentialité. D'ailleurs, beaucoup d'internautes, entre guillemets, se lâchent sur Internet, sur divers sujets d'actualité, plus ou moins légers. Et ces 340 millions de blogs sont tellement difficiles finalement à contrôler que les autorités peuvent être un peu dépassées par les événements, si bien qu'ils vont maintenant rendre, depuis quelques années récemment, la municipalité de Pékin rend obligatoire à tous les nouveaux micro-blogueurs de s'enregistrer avec leur véritable identité. Et donc, ces 340 millions de profils sur Internet, ça fait une masse énorme d'informations, d'opinions, de tensions. Et ces blogs, également évidemment les rencontres que j'ai pu faire sur le terrain, sont très importantes pour les chercheurs sur la Chine, dont je fais partie, parce qu'elles en fait indiquent des données qu'on ne trouve pas aussi facilement. Communiquer par Internet, ça offre véritablement un pouvoir d'influence dont chacun peut user avec beaucoup de finesse, en jonglant directement ou pas avec les autorités. D'ailleurs, les autorités, non seulement ont 30 000 personnes pour gérer l'Internet, mais ils emploient aussi des honkers, c'est-à-dire des personnes, internautes professionnels, qui seront payés pour venir modérer des propos, pour venir influencer les opinions de chacun, pour venir en fait faire prévaloir l'idéologie officielle du gouvernement chinois. Donc, vous savez, en Chine, quand vous êtes dans votre vie quotidienne, dans n'importe quelle région, il y a des slogans qui sont affichés au marché, lorsque vous faites vos courses, dans certains quartiers, également dans des bâtiments. Des slogans, en fait, qui mettent en valeur ce qui doit être un peu pensé par la population. Et le gouvernement pense qu'en mettant ça en avant, c'est pour justement qu'il n'y ait personne qui puisse venir menacer la stabilité du pays et remettre trop en question le pouvoir du Parti communiste chinois. Communiquer en Chine, donc, s'effectue extrêmement différemment d'un milieu à un autre. Les Chinois, malgré ce qu'on peut penser, sont des personnes qui peuvent beaucoup parler de sujets très très divers, même malgré une certaine pudeur. Et lorsque vous vous trouvez, par exemple, avec des Chinois, après avoir partagé un repas, après avoir établi un certain lien de confiance, on se rend compte que les langues se délient sur n'importe quoi. Et c'est aussi par rapport au lieu où vous vous entretenez avec ces personnes. Sur un lieu privé, ce qui sera dit sera très différent que sur, par exemple, le lieu du travail. Maintenant, on se rend compte que cette communication sur le net, ce qui va toucher en fait à la société, à l'idéologie politique, à notre vision en fait
du monde extérieur sera beaucoup plus frontale au niveau du téléphone, tout simplement. Et on se rend compte aussi que la téléphonie mobile a effectué un gros boom en Chine ces dernières années. Non seulement la Chine se place sous la plus haute marche au niveau de l'Internet, mais elle se place également sous la plus haute marche au niveau de la téléphonie mobile. Je me rappelle que la première fois que j'ai été en Chine, c'était en 95. J'avais 17 ans. Et à l'époque, on avait un téléphone par étage pour plusieurs dizaines de personnes. J'étais logée dans les dortoirs de l'Académie sociale de Pékin, des sciences sociales de Pékin. Et un téléphone par étage, ou si c'était un téléphone fixe par bâtiment, s'il y avait des téléphones qui étaient en dérangement. Maintenant, on se rend compte que la situation a tout à fait changé. Pardon. On se rend compte qu'il y a encore quelques années, c'est-à-dire dans 2007, 2008, il y a 5-6 ans, il y avait un Chinois sur 5 qui avait téléphone fixe. Quelques années plus tard, actuellement, en 2013, plus d'un Chinois sur 3 a le téléphone fixe. Et plus d'1 million de personnes, 1,3 million, me semble-t-il, de personnes s'abonnent à un téléphone mobile chaque semaine en République populaire de Chine. Sur le terrain, je me rappelle, fin des années 90, début des années 2000, les gens avaient des beepers. Lorsqu'ils recevaient un message, un numéro s'affichait et ils devaient se rendre dans l'endroit le plus proche, une épicerie, une cabine téléphonique, pour pouvoir passer leur appel. Et ils avaient parfois une secrétaire au bout du numéro. Maintenant, il n'est pas rare de voir que chaque Chinois, surtout quand ils font du commerce, ce qui n'est pas rare en Chine, beaucoup de monde font du commerce, comme disent-ils. Ils ont tous au moins 2 téléphones portables. Ainsi, China Mobile regroupe près de 760 millions d'abonnés et se trouve vraiment en première position. On se voit China Unicom qui se trouve en 6e position avec près de 220 millions d'abonnés. Et à eux seuls, ils regroupent donc un nombre très très important d'abonnés. Le plus petit opérateur chinois se trouve en 10e place, on ne le voit pas sur le tableau. Il s'agit de China Telecom, Zhongguo Jianxin, qui avec 140 millions d'abonnés, a plus d'abonnés que France Télécom. Et finalement, dans le top 10, ces 3 opérateurs chinois regroupent plus d'1 milliard d'abonnés. Et il n'y a aucun opérateur américain, ni aucun opérateur français. Non seulement les opérateurs chinois sont les plus importants au monde, mais le premier équipementier télécom au monde est également chinois depuis le début de l'année, donc depuis ce début 2013. Il s'agit de Huawei et il est passé vraiment depuis peu, mais il continue à se développer. Et ce premier équipementier télécom chinois est aussi présent sur le territoire. Donc, comment la Chine communique? C'est une question qu'on peut se poser. La Chine est véritablement connectée au monde, même s'il y a beaucoup d'informations qui arrivent de Chine et qui partent de Chine, et même si ces informations sont filtrées, sont contrôlées, on se rend compte que cette masse d'informations, même si elle est biaisée, parfois, ça la met vraiment la Chine au premier centre, au centre d'influence du monde,
avec, comment dire, beaucoup de connexions au monde entier, même si c'est donné à voir à la population ou pas. Qu'en est-il de nous donc dans le Pacifique? Nous sommes là, en plein milieu du Pacifique. Comment sommes-nous connectés à la Chine? Comment nous y sommes reliés? Le projet d'un câble sous-marin Chine, Tahiti, Chili, donc entre la Chine et Chili qui passerait par Tahiti, a été évoqué. On peut se poser la question de quel serait le rôle d'un tel projet, quel serait le poids d'un tel projet. Si ce projet se concrétisait, changerait-il la face de Tahiti au sein du Pacifique et même dans le monde? Ce sont des questions auxquelles nous allons certainement devoir répondre dans les années à venir. Merci à vous. Je vous remercie pour votre attention.